la présidente de la République. Monsieur Mamadi Yula, Premier ministre chef du gouvernement, a présenté la démission du gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République a accepté la démission du gouvernement et a remercié Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les services rendus à la nation. Son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Conakry, le 17 mai 2018. Je vous remercie. Le rond-point Boston, non loin de la décharge de Dar es Salaam, transformé en cuisine. Menacées de déguerpissement par le gouvernement, c'est ici que les femmes du quartier se sont donné rendez-vous pour manifester leur colère. Tandis que certaines préparent, d'autres étalent des nattes en pleine rue. Nous cuisinons ici parce que nous n'avons pas de maison. Ils nous ont mis à la porte. Voici nos enfants qui sont assis. Nous faisons ici la cuisine pour eux. La nuit, nous l'avons passée à cet endroit. Nous n'avons pas où aller. Depuis hier, la circulation est totalement bloquée par les manifestantes. Elles hurlent leur ras-le-bol. Dieynaba Keïta habite à Dar es Salaam depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, elle n'est pas prête à quitter les lieux. Cela fait 40 ans que j'habite ce lieu. J'ai eu mes 8 enfants ici. Nous ne connaissons que cet endroit. À notre arrivée, il n'y avait pas d'ordures. Selon des informations, ces occupants ont été dédommagés au temps de Lansana Conté pour déguerpir. Il y a des Guinéens qui nous disent qu'on a été dédommagés. On peut dire que les uns qui ont été dédommagés ici, ça c'était en 97. En 97, il y avait eu un premier déguerpissement. On n'était pas de la partie. Mais à l'heure où nous sommes, en 97 jusqu'à nos jours, mais on peut donner l'argent à qui pour rester ici? La rencontre qui a eu lieu le mercredi dernier entre le médiateur de la République et les habitants de Dar es Salaam n'a pas suffi à dissiper l'inquiétude de ces derniers. Le président nous a mis à la porte, donc nous nous rendons à son domicile. Nous ne voulons pas d'argent, il n'a qu'à délocaliser la décharge et nous laisser à nos places respectives. Ces femmes jurent qu'elles vont continuer à occuper la rue tant que le gouvernement ne revient pas sur sa décision. Depuis le week-end dernier, le couple Guissé vit dans une désolation totale. Il vient de perdre leur premier enfant. Cette famille pense que la négligence du médecin traitant Dr Télissi de la clinique Médicis de Lambagny serait à l'origine de la mort des quadruplés. Je le mets au défi de me dire qu'il m'avait dit que c'était des quadruplés. Je le mets au défi de me prouver qu'effectivement il avait la conscience que c'était des quadruplés. Ça, je ne sais pas. Dans le dossier de madame, et déjà j'attire l'attention de tout un chacun, le dossier qu'il a conçu, il ne faut pas qu'il y ait des modifications dedans. Le dossier là-bas, c'est des triplés, il a toujours dit, tout ce qu'il a fait, c'est au nom des triplés. Donc, j'ai dit au gars, j'ai dit, mais moi, dans mon bon sens, une femme qui doit accoucher des triplés, ce n'est pas deux gars qui vont le gérer. De surcroît, des infirmiers. Et après l'enterrement des deux autres, je le disais bien, le dimanche, la journée, on me dit, bon, il y a une des filles encore qui avait commencé à avoir des difficultés. Il se trouvait que le raccord qu'ils avaient raccommodé, ils avaient fait assez de ramifications, et l'appareil, le raccord qui était sur le bébé, ne fonctionnait presque pas, il ne recevait pas de l'air. Donc son teint a commencé à varier. J'ai dit, mais docteur, ça c'est quoi ça?
Il me dit non, ils ont vérifié. Parce que chaque fois, il y a des équipes qui changent. Il y a des stagiaires qui viennent. Il y a tout le monde qui vient là-bas. Je ne sais même pas comment ça se passe, sincèrement. Seydou Nourou Guissé pense que ce crime ne devrait pas rester impuni. C'est pourquoi il compte entreprendre des démarches judiciaires. Guissé pointe également du doigt une clinique privée de la place. Soutient par ailleurs que les conditions ne sont pas réunies pour une prise en charge des prématurés à Donka où les nouveau-nés ont rendu l'âme. Arrivé à Donka, on a continué à suivre les bébés et ainsi de suite. Et l'INSIE, vraiment, ce qui s'est passé là-bas, ce que j'ai vu, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est là-bas j'ai vu des femmes qui transpirent sur les bébés, des nouveaux-nés, qui ne sont même pas censés être en contact avec des personnes. La salle, elle est petite, partout c'est rempli de bébés. J'ai vu des bébés défiler dans des difficultés pour la respiration. L'appareil, il n'y avait que 2 appareils pour l'oxygène. 2 appareils. Un appareil, d'après l'information que j'ai reçue, un appareil est supposé supporter que 2 bébés. Et il y avait plus de 10 bébés là-bas. Et quand il y a plus, le nombre se multiplie, plus ils font des ramifications. Et plus ils font des ramifications, plus l'oxygène se réduit pour les bébés. J'ai vu les enfants des gens mourir là-bas. Le père des bébés pense que cette négligence n'est pas une première. Il annonce bientôt la mise en place d'un collectif de victimes de Dr Télissi. Son premier combat, la fermeture de la dite clinique, afin d'éviter d'autres morts prématurées. Bonsoir tout le monde, je suis Madame Sila Djenabou Diallo. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour dénoncer certaines pratiques qui se déroulent tous les jours aujourd'hui en Guinée, dans nos hôpitaux et cliniques privées. Excusez-moi. Depuis 2 jours, il y a un buzz sur les réseaux sociaux et dans les radios privées. Un monsieur qui a dénoncé la perte de ses bébés dans une clinique de la place, notamment la clinique Médicis du professeur Télissi. En fait, je voudrais dire aux gens qu'aujourd'hui, ce cas, ce n'est pas un cas isolé. C'est tous les jours ça se passe. Tous les jours. Maintenant, il y en a ceux qui en parlent, ceux qui n'en parlent pas. Ceux qui luttent pour avoir gain de cause et ceux qui ne luttent pas. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis une victime. Et je ne suis pas victime d'un autre médecin, hein. Je suis victime du professeur Télissi. Je n'en ai pas parlé, ça fait quelques mois que j'ai été victime, je n'en ai pas parlé. Dans la suite de ma narration, vous saurez pourquoi je n'ai pas parlé. Alors, moi j'étais enceinte en 2017, j'ai accouché le 1er octobre 2017. Et professeur Télissi était mon gynécologue. J'étais enceinte de jumeaux. Il m'a toujours suivi toute la grossesse, c'est lui qui a détecté la grossesse. Il m'a dit que j'attendais un bébé. Et par finir, quand j'ai eu 18 semaines, je suis allée chez lui. Il m'a dit que c'était 2 bébés. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas. 18 semaines, c'est 4 mois et demi, presque 5 mois. Je ne m'attendais pas du tout que j'attendais des jumeaux. Il m'a dit que j'attendais 2 bébés et j'étais choquée. Je lui ai dit, écoutez, vu que c'est des jumeaux maintenant, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, parce que moi je travaille, je conduis une automatique, mais voilà, est-ce que... Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je continue. Le 15 septembre, je reviens à sa clinique pour une consultation. Il fait la consultation, il me dit que ça va, d'accord. Mais, donc, je procède en fait, quand les femmes, nous, on vient, ils nous donnent le premier jour de détection de la grossesse, ils nous donnent une fiche de rendez-vous pour chaque mois, avec les examens et autres qu'il faut faire le jour. Mais quand ils écrivent dans les fiches, c'est avec le jargon médical, bien sûr. Écho plus VAT, quoi, je ne parle pas. Voilà, si ce n'est pas un médecin qui te dit c'est quoi, tu ne peux pas savoir. Donc le 15 septembre, quand je suis venue dans sa clinique, il a fini de me consulter dehors, il y a un médecin ou bien il y a sa sage-femme qui fait les reçus de paiement. Donc en sortant, je me suis dit quand même, je vais demander. J'ai demandé au médecin qui était là-bas, Dr Tidjane notamment.
Je lui ai dit, mais docteur, c'est quoi VAT? Il dit, c'est le vaccin antitétanique. Je dis, vaccin antitétanique? Je dis, mais je vois que le mois passé, j'aurais dû le prendre, je ne l'ai pas pris. Ah, vous n'avez pas pris? Je dis, non. Mais pourquoi? Je dis, mais écoutez, je ne sais pas. Je dis, moi, je sais ce qu'on me donne rendez-vous. Quand je viens au rendez-vous, c'est à vous de me dire ce que je dois faire. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que je dois faire. Ah, ok. Donnez-moi votre carnet. Je dis, j'ai pas de carnet. Comment ça, vous n'avez pas de carnet? Je dis, j'ai pas de carnet de suivi. Vous êtes à combien de semaines? Là, j'étais à quoi? 22 semaines. 24 semaines. Voilà. Je dis, j'étais à 24 semaines. Ok, il sort un carnet, il remplit le carnet, il me dit d'aller faire mon vaccin dans une autre salle. Je suis allée, j'ai fait le vaccin et tout, je suis partie. Ça, c'était le 15 septembre. Donc, le 30 septembre, 2 semaines après, toute la journée, ça allait bien. Je suis sortie, j'ai fait des courses avec ma mère, je suis revenue à la maison, j'ai veillé jusqu'à 23h, je suis allée me coucher. À 4h du matin, je suis réveillée par une douleur atroce. J'ai même cru que j'ai perdu les os, je regarde, tout allait bien, mais j'ai mal. J'ai senti que c'était les contractions parce que ce n'était pas ma première grossesse, j'ai déjà un enfant. Donc, je réveille mon mari, je lui dis, écoute, ça ne va pas, j'ai mal. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Il dit, ah oui, je dis, oui, j'ai l'impression que c'est des contractions. Il dit, contractions apparemment à 26 semaines, c'est pas possible. Je dis, en tout cas. Donc, on s'est levé. J'habite à Yataya, en fait. De Yataya à Lambani, pour ceux qui connaissent, vous savez que Yataya à Lambani, 4h-5h du matin, c'est 5-10 minutes. En quelques minutes, et pourtant, mon mari roulait doucement parce que j'avais mal, je me tombais de douleur. On arrive, on cogne à la porte, on nous ouvre, je rencontre le médecin de garde qui me consulte. Je lui dis que voilà, je suis à 26 semaines. 26 semaines, c'est quoi? 6 mois, quoi, parce qu'une grossesse normale, c'est 40 semaines. C'est qu'on dit 9 mois, 10 jours, là, c'est 40 semaines. Donc, 26 semaines, j'avais dépassé j'étais au 6e mois, en fait. Donc, il me dit, il me consulte, il me dit, madame, votre poche des os est abondante. C'est-à-dire, elle va exploser d'une minute à l'autre. Et à ce stade, on ne peut rien faire pour empêcher l'accouchement. J'ai dit, hey, je lui ai appelé le professeur Si. Je lui ai dit, c'est lui mon médecin, il doit venir. Je dis, parce que je ne comprends pas, j'ai jamais eu de problème. Je dis, j'ai jamais eu de problème. Ça ne peut pas se déclencher comme ça. Appelez-le. Voilà, je vous dis, le professeur Si, il habite à une cour contiguë de la clinique. Genre, il a dit, sa cour est collée à la cour de la clinique. Il suffit juste qu'il descende de chez lui, il prend une petite porte là, il rentre dans la clinique. On l'appelle, monsieur dit qu'il dort. Il est fatigué, il dort. Le médecin vient me dire, ah, j'ai appelé docteur Si, il dit qu'il arrive. Je dis, ok, toujours mal. Il sort, il rentre, il revient, il me dit, ah, il dit, madame, il rentre avec une jeune dame, on va vous préparer pour l'accouchement. Je dis, quel accouchement? Ah, vous allez accoucher. Parce que là, on ne peut rien faire, sinon c'est la douleur. Si vous voulez, maintenant, on peut vous laisser ici, mais la douleur va continuer. Je dis, eh. Je dis, ok. Je dis, mais docteur, je dis, je suis à 26 semaines, j'attends 2 bébés. Je dis, est-ce que, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il y a espoir et tout? Ah, non, ouais. À ce stade-là, il n'y a rien à faire. Ils vont pas survivre, ils vont mourir. Eh. Donc, vous comprenez un peu, déjà, il m'a sapé le moral. Une femme qui va aller accoucher te dit, viens accoucher, mais les bébés que tu vas accoucher vont mourir. Je commence à pleurer, j'ai peur et tout, je monte sur la table d'accouchement. Et voilà, on me met sur un lit sale, pas bien couvert, avec un plastique transparent comme ce plastique-là. Je suis couchée là-bas. Il vient avec les mains, il me peut percer la poche des os. Quand il tente, ça me fait mal. Je crie, je pleure. Non, j'ai mal. Donc, et avec ça, il crie, hein, restez tranquille. Ah, restez tranquille. Madame, monsieur, attrapez bien votre femme. Mon mari était dans la salle. Il a perché la poche des os. Dès qu'il a percé la poche, le premier bébé est sorti. Dès qu'il est sorti, c'était la fille en fait. C'était une fille, un garçon, la fille elle est sortie. Elle pleurait. Donc je me suis dit, mon Dieu, elle pleure. Donc imaginez le bébé, qu'on m'a dit tout de suite, qui ne va pas vivre. Il pleure. Il est là, j'ai vu ses petits cheveux et tout. Je me suis dit, voilà, c'est un bébé normal. Parce que moi, je m'attendais à ce que, quand on m'a dit qu'il ne va pas vivre, je me suis dit que peut-être c'est des bébés, même peut-être qu'ils viennent formés encore, c'est pas bon et tout ça. Là. Mais un bébé normal. D'accord?
On le sort, il pleure, on le dépose. Donc moi j'ai espoir, je dis, hey, je dis mon bébé a envie, tout ça là, je dis s'il vous plaît, il faut le mettre dans la couveuse. Ah madame, on vous a dit qu'il ne va pas vivre. Je continue à pleurer, comme il a dit que je ne suis pas concentrée. Écoutez, concentrez-vous, on va sortir le deuxième, après on va voir. Je dis ok, je veux pousser, les contractions se sont arrêtées en deux temps. Il me dit de pousser, je pousse. Après, le bébé, il s'est mis de travers. Donc ils sont allés. Le médecin qui était là-bas, je vais dire l'assistant ou le stagiaire, parce qu'il n'est pas médecin, il est en situation de thèse. Ce n'est pas un médecin complet. D'accord? Il est assistant là-bas. Il s'appelle docteur Yaya, on l'appelle Yaya, docteur Yaya, même s'il n'est pas docteur. Encore, vraiment. Donc il y va, il amène sa main jusqu'au coude. Il tire, il tourne. J'ai vécu le pire moment de ma vie avec une douleur atroce, sans anesthésie, rien. Et avec tout ça, on me crie dessus. Hein. Et madame, restez tranquille. Si vous ne restez pas tranquille, écoutez, on va vous césariser si votre utérus se referme ici. Il tente, il n'arrive pas. L'assistante qui était là-bas aussi, une certaine Mariama ou bien Kesso, je ne sais même plus, elle aussi, elle vient. Yaya lui dit, ah, toi aussi, tante, parce que toi, tu as des petites mains. Elle aussi, elle vient, elle met sa main, elle tire, elle n'arrive pas. Elle dit à Yaya, ah, Yaya, Mimeni, pardon. Elle n'arrive pas, mais qu'elle a touché le dos. Yaya lui dit, ah, est-ce que vous c'est-à-dire, même si c'est la main que tu attrapes, tire. Donc, vous voyez déjà qu'il n'était pas en train de me faire accoucher dans l'optique de sauver le bébé. Eux, ils disent tire, c'est-à-dire, il meurt pas, on s'en fout. Donc, ils m'ont tué mon bébé dans le ventre. Quand le bébé est sorti, il est tout gris. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, il est mort. Mais j'avais encore espoir parce qu'il y avait la petite qui pleurait à côté. On finit, on me nettoie. Je dis, s'il vous plaît, mettez dans la couveuse. Eh, madame, on vous a dit que la couveuse, c'est pas la peine, il va mourir. On a tout fait. Tout fait. Ils ont refusé. Finalement, ça c'était 7h30, j'ai accouché. 8h30. 1h après, alors, le professeur, il arrive. Ça va? Je dis, ça va. Il rentre dans la salle, il voit la petite qui est couchée sous la clim. Il n'y a pas de couverture, rien. Il revient, il me voit. Ça va? Je dis, docteur. Je dis, docteur, vous étiez où? Ah! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Écoutez, moi, je suis pas un robot. Moi, j'étais fatiguée, je dormais. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse à 26 semaines? Hein? Et moi, je peux pas fonctionner H24. Hein? Il faut que je me repose aussi. Il faut que vous compreniez ça. Je dis, les gars, c'est moi qui dois vous comprendre ou bien c'est vous qui devez me comprendre parce que moi, j'ai perdu des bébés. Ah, c'est ce que je vous dis. Il sort, il claque la porte. Il ne m'a pas consulté. Il va dans son cabinet, il s'installe. Quand il faisait ça, mon mari n'était pas à côté, malheureusement. Heureusement pour lui, parce qu'il allait le bouder. Donc, il est sorti. Ensuite, 9h, 10h, personne ne vient, le bébé est couché, où il est couché. Tantôt je viens, je le prends un peu, tantôt mon mari, on a pleuré comme des malades. On appelait gauche, droite les gens. Après, on a eu le professeur le docteur Ibrahim Assouli de l'INSEE, qui est le centre de néonatologie du CHU de Donka. On lui a dit, il nous a demandé combien de semaines, on a dit 26 semaines. Il dit, emballez le bébé. Dites-leur, ils savent comment on emballe les prématurés. Emballez-le dans un truc chaud, ramenez-le à l'INSEE directement. Mon mari vient leur dire, il dit non, c'est pas possible, que le bébé atteint l'hypothermie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'hypothermie, l'hypothermie ça veut dire le bébé a eu froid au point où, c'est-à-dire c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire il a eu froid jusqu'à ce que ça l'a rendu malade. Il a fait l'hypothermie, comme s'il ne savait pas que la clim était allumée. C'est mon mari qui avait éteint la clim. Et comme par hasard, ils viennent, ils prennent le bébé, ils lui mettent son petit bonnet, ils l'amènent. Ils ont entré un incubateur en haut là-bas. Une caisse, genre une couveuse, je ne sais pas, c'est un incubateur. Ils l'ont mis là-bas. Ils n'ont pas branché le bébé, ils l'ont juste mis dedans. Quand ils l'ont mis dedans, après mon mari, il est venu me dire, je dis, amène-moi, je vais voir le bébé. Je monte. Quand j'entends dès que je monte, j'entends tit. On dit, défaut ventilateur, appelez technicien. C'est ce qui est écrit sur la machine. Dépôt ventilateur, appelé technicien. Je dis à mon mari, je dis ça c'est quoi? Il dit, ah moi-même je leur ai demandé. Ils disent que c'est pas grave. Je vais vous montrer la photo pour preuve. J'espère que vous allez voir. Vous voyez? Défaut ventilateur, appelé technicien. C'est la photo de la couveuse que j'avais prise. Donc, j'ai pris une photo directement par réflexe.
J'ai dit, le bébé qui est là, il est mort. Je dis, regarde, il ne respire pas. Ah, le médecin m'a dit qu'il fait un repos respiratoire. Depuis longtemps, je n'ai jamais entendu que quelqu'un peut se reposer de respirer. C'est un repos respiratoire. Je suis sortie. Après, vers 14 h, mon mari allait les voir le médecin pour dire, écoutez, ma femme est là, personne ne l'a regardée. Allez au moins la voir, quoi. Depuis l'accoucher, personne ne l'a consulté. Pour ceci, commence à dire, ah oui, monsieur là, excusez-nous, vous savez, j'étais fatiguée, ne pensez pas que je suis mon mari. Écoutez, je ne veux pas parler. Faites-moi votre facture, on veut quitter ici. Il dit non, qu'il ne fait pas de facture avec tout ce qu'on a vécu. Donc on se lève, il se lève, il vient, il me touche le ventre, il dit, excuse-moi, je n'ai même pas écouté. Après, je lui demande, je dis, ah docteur, je dis, et le bébé qui vit là-bas? Ah non, il a succombé. Passe. Il m'annonce que mon bébé est mort. J'ai encaissé le choc. Je me suis dit, parce que ça faisait trop, quoi, je ne pouvais plus parler. Il est sorti, il me dit qu'il va à l'aéroport chercher sa mère. À son retour, il va me libérer. 15 h, on n'est pas là. Nous, les parents sont venus, ils veulent aller inhumer les bébés. On demande savon pour laver les bébés, on nous donne Omo Saba. Docteur Tidja nous a donné, là, un médecin là-bas, un généraliste apparemment, nous a donné Omo Saba pour laver nos bébés. Omo, c'est du détergent avec lequel on lave le linge. Pour vous dire jusqu'où ils n'ont aucun respect pour les gens. Jusqu'où le respect de l'être humain n'existe pas dans ce pays-là. Nous, on leur a dit, si vous pensez que ça, c'est que des corps, nous, c'est nos bébés. C'est en espoir, on les a voulu, on les a désirés, on les a attendus. On est allé, on a lavé les bébés avec l'eau propre, l'eau claire, simple. On est allé les inhumer, on est parti. 2 jours après, j'avais toujours mal au ventre et au dos. J'avais vraiment mal. On m'a évacué à Dakar. J'ai fait 1 semaine à Dakar, dans une clinique privée, où les gens étaient choqués. Le médecin qui m'a eu, le gynécologue qui m'a eu, me dit en 40 ans de carrière, il n'a jamais entendu ça. Qu'on ne laisse pas un bébé devant sa mère pour dire le bébé va mourir. Il faut supporter, c'est des anges du ciel. Il n'a pas vu ça. Il dit, même si vous savez que le pronostic vital, le protocole médical voudrait que les bébés soient mis en couveuse. Si maintenant, malgré la couveuse, les bébés décèdent, vous venez vous annoncer le décès aux parents. Là, les parents savent que vous avez tout fait. Mais on ne dit pas à un parent, c'est pas la peine de mettre dans une couveuse, ton bébé va mourir. On ne dit pas ça. Et on ne le dit pas et on ne le fait pas. Le protocole médical veut qu'on les mette dans la couveuse. Je suis restée 1 semaine là-bas, je suis revenue. Ça n'allait pas psychologiquement, ça n'allait pas du tout. Je n'arrêtais pas de pleurer, je dormais à peine. J'ai décidé de voyager, de changer d'air, je suis partie en Europe. 1 mois après, je suis revenue. Dès que je suis revenue, j'ai appelé mon avocat, on a entamé la procédure judiciaire. Entre-temps, j'ai rédigé un courrier au ministre de la Santé, à qui on a déposé un mémorandum où j'ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer là. Le ministre de la Santé a été très réceptif. Il a confié mon dossier à l'inspecteur général de la Santé, qui aussi a pris le dossier à bras le corps. Il a adressé un courrier de demande d'explication au médecin, qui lui a répondu dans un truc banal où il raconte n'importe quoi. Parce qu'il n'avait aucune information sur moi. Moi, après l'accouchement, avant de voyager, mon avocat m'a dit, va chercher ton dossier. Je suis allée chercher le dossier, il n'était pas là-bas. J'ai dit à sa sage-femme, écoute, j'ai besoin de mon dossier, je voyage. Elle a pris le dossier, elle m'a donné. Donc aujourd'hui, professeur, si même quand tu lui demandes la situation de Diena Boudjallo, professeur, si ne sait rien, à part mentir, il ne sait rien de mon dossier, parce qu'il n'a rien, moi j'ai récupéré mon dossier. Donc, il a raconté ce qu'il voulait raconter, que c'était prématuré, nanani, nanana, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a pas fait. Bon, je suis choquée que de me consoler. Que l'inspecteur n'a qu'à me consoler. Donc l'inspecteur, quand il m'a appelé, il se disait, bon, ok, voilà, il va venir me calmer. Quand il m'a lu le courrier, avant qu'il ne finisse, mes larmes étaient là. Je tremblais, je pleurais, j'ai failli tomber. J'étais même inquiet, je se demandait comment me calmer dans le bureau là-bas. Je dis, c'est pas possible. Je dis, je suis réconfortée aujourd'hui du fait que j'ai porté plainte. Je dis, parce qu'il se fout du monde, malgré tout ce qu'il a fait, il banalise. Ah, le gars dit, tu as porté plainte? Je dis oui. Parce qu'il m'a expliqué après que tout ce que eux, le ministère de la Santé peut faire, c'est de mener des enquêtes. S'il s'avère que vraiment le gars, il est fautif, il mène le dossier vers l'ordre des médecins qui va le sanctionner, le suspendre. Et connaissant la Guinée, entre les médecins, ils sont comme ça. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je continue au tribunal. Je fais confiance à la justice de mon pays. Erreur numéro 1.
Je suis allée à la justice. On nous convoque. On part, premier jour, ils ne viennent pas. Déjà, pour vous dire comment il n'a aucun respect pour la justice guinéenne. Ils ne viennent pas, ils n'envoient pas d'avocat. Donc, ça, c'est noté dans le dossier. Deuxième convocation, il vient avec son avocat. On l'entend. Avec toute son arrogance, pour ceux qui connaissent pour ceci, vous savez, toute son arrogance, pour ceci banalise mon cas devant le juge. Que, lui, il est professeur agrégé, mais il a fait... Il a mis au monde près de 1000 bébés aujourd'hui, que c'est pas pour un cas comme ça, on va lui l'amener devant la justice. Un cas comme ça. J'ai failli le bondir dessus où j'étais assis, je vous épargne les trucs. J'étais là, je me regardais, mes larmes coulaient. Après, quand il a fini de raconter, il a même dit que moi, qu'au stade de ma grossesse, que c'est pas un accouchement, que c'est un avortement. Avortement, bébé qui pleure, il a les cheveux, il pleure, il fait sa main comme ça, il se touche, il pleure, tu dis c'est avortement. Tu te fous du monde? On n'est pas médecin, mais on sait c'est un avortement, c'est le sang seulement qui sort, ou bien un bébé qui n'est pas au complet. Mes bébés étaient au complet. Il dit que les bébés avaient que 500 grammes. Moi, je suis allée, j'ai fait des enquêtes, j'ai fouillé, même sur Internet. Allez-y, vous aussi, vous fouillez sur Internet. 26 semaines, le poids d'un bébé, 750 grammes et 900, donc presque 1 kilo. Il me dit que mes bébés avaient 750 et 920 grammes. Comme c'est des jumeaux, un a 750, 800, l'autre a entre 850 et 920 grammes. C'est comme ça les bébés de 26 semaines. Donc il raconte son charabia là-bas avec des termes techniques que personne ne comprend, sauf la juge. La juge, elle a compris ces termes techniques. Il raconte, il n'arrive pas à justifier pourquoi sa couveuse était gâtée. Il dit même si c'est poussière qui touche les couveuses peuvent s'arrêter. Je dis, donc une couveuse qui est censée donner l'air chaud à un bébé qui a besoin de chaleur, son ventilateur ne s'arrête pas, tu dis que ça c'est pas grave. Mon avocat qui a fait un excellent boulot, il a balayé là-bas, il lui a fait comprendre que là, il n'avait rien à dire. Et le procureur et l'avocat, parce que je l'ai poursuivi au pénal et au civil. Dommage et intérêt plus pénalement. Je l'ai poursuivi, donc il y avait l'avocat et puis la partie civile qui était mon... Et le procureur et puis la partie civile qui était moi et mon avocat. Et mon mari. Il raconte son charabia le même jour, comme par hasard. Juge Fatim Kamara, Madame Fatmata Kamara du tribunal de Dixie, dit, ok, il nous a entendus. Comme si elle était médecin, hein. Elle n'a même pas cherché à savoir, avec un technicien, un médecin, qui va venir étudier le dossier, savoir exactement est-ce que le médecin-ci a fait ce qu'il fallait faire pour dire oui, écoutez, la dame est là, hein, voilà. Non. Elle, comme si elle était médecin, elle dit ok, on va vous appeler pour le délibérer. Les délibérés, deux ou 3 semaines après, on revient, chacun fait ses plaidoyers, mon avocat et puis son avocat, plus le procureur, voilà. On demande dommage et intérêt, 100 millions, plus peine, les peines et tout quoi. Tout est demandé. Après, ils nous appellent pour le verdict. Comme par hasard, chapeau, hein, juge Fatim Kamara. Très bon juge. Très bon juge. En tout cas, tous les gens qui ont leur dossier, je sais pas, je les plains. Elle dit, professeur, si non coupable pour délit non constitué. J'ai envoyé la photo que je vous ai montrée là pour prouver que ça a couvert. J'ai expliqué les circonstances. C'est-à-dire, mon médecin traitant, il y a un contrat entre lui et moi. Parce que du moment où c'est ton médecin, il a l'obligation de te suivre du début à la fin. Ailleurs, il y a des médecins, tant que la femme n'a pas accouché, ils sont là. Tu les appelles, ils viennent en pyjama à 2h, 3h du matin. Lui, professeur, si même sa clinique, il habite dans la clinique. Et les enquêtes du ministère de la Santé ont prouvé que sa clinique, l'agrément de la clinique de professeur, si ce n'est pas son nom qui est dedans. Parce que normalement, il n'a pas le droit d'avoir 2 cabinets. Le code de déontologie interdit à un médecin d'avoir 2 cabinets. Parce qu'il se fatigue, c'est des êtres humains, il se fatigue. Tu ne peux pas travailler toute la journée à Ignasdine, venir travailler toute la soirée dans ta clinique et être opérationnel à 4h, 5h du matin en cas d'urgence. Donc, comme il sait qu'il est en train de violer la loi, il met le nom, l'agrément de la clinique au nom d'un autre médecin qui s'appelle Dr. Sepamsema Kamara ou bien quoi. Il habite dans la clinique. C'est lui qui gère la vérité, toute la Guinée. Comme tu dis même pas médecin, tu dis seulement chez le professeur, si c'est lui on connaît. Donc, il vient, il raconte, il dit que ces médecins ont fait ce qu'ils devaient faire.
et tout. Il a confirmé que oui, à cet âge-là, lui ne pouvait rien faire. Nanana, toute la Guinée, il n'y a pas de couveuse pour les bébés. Je dis, je m'en fous. La juge aurait dû chercher à envoyer un technicien, un médecin du rang de professeur Si, qui allait nous dire si scientifiquement, je dis bien scientifiquement, des bébés de 26 semaines peuvent vivre. Parce que moi, j'ai des amis, j'ai des connaissances qui ont eu des bébés de 22 et 23 semaines. 5 mois, les bébés sont en vie, en très bonne santé, je les connais. Donc, qu'on nous dise si scientifiquement, lui dit, toute la Guinée, il n'y a pas de maman. Mon frère, tu ne vas pas ouvrir clinique et tu ne vas pas mettre les machines dedans. Tu ne vas pas ouvrir clinique et être au même niveau que les centres de santé. Ce n'est pas possible. Tu nous fais payer 100 000 francs, consultation, 250 000 échographies, 8 millions d'accouchements dans ta clinique. 7, 8 millions, 3 millions 500 accouchements normaux, 7, 8 millions. Tu nous dis ici que toi, dans toute la Guinée, il n'y a pas de clinique. Parce que c'est la Guinée, tu ne vas pas envoyer de machines. Alors que tu as l'obligation, légalement, tu as l'obligation d'envoyer tous les moyens techniques qui doivent concourir à la prise en charge de tes malades. Donc, c'est comme ça. La juge a dit qu'il n'y a pas de délit. J'ai failli mourir ce jour-là, tellement c'est comme si elle a renié la plaie. Et donc, pendant que moi je stresse, je pleure, je suis là, j'attends parce que je vais faire appel. Professeur, si rendez-vous en appel, c'est pas fini, et nous deux, c'est pas fini, on va en appel. J'attends ça. Hier soir, en quittant le bureau, j'entends dans ma voiture un monsieur qui est dans tous ses états, qui dit que professeur, si, par négligence, a fait que ces bébés, 4 bébés sont morts, 4. Madame Fatim Camara, big up juge Fatim Camara. Tu ne l'as pas condamné. Il a tué 2, tu ne l'as pas condamné. Il a dit, ouais, là, c'est petit, j'ai mis 4. Il a mis 4. Ça, c'est pour ces juges-là, c'est pour vous. Voilà. Pendant que tu le lâchais là, pour délit non constitué sur rien, aucune preuve, il a fait 4. Et ça, c'est seulement lui, M. Guissé, Mme Guissé et nous. Combien de personnes existent aujourd'hui? Combien n'ont pas parlé? Combien disent on laisse à Dieu? Arrêtez de laisser à Dieu. On ne laisse plus à Dieu dans ce pays. Il faut qu'on agisse. Il faut que vous vous levez. J'appelle cette... Moi, mes bébés sont partis, mesdames et messieurs. Je ne peux plus rien. Mais je fais cette vidéo. Je vais mener ce combat jusqu'au bout pour les prochaines victimes. Demain, ça peut être votre soeur, votre femme, votre mère, votre tante, votre cousine, votre amie qui pourrait être dans notre situation, Mme Guissé et moi. Levez-vous, dénonçons des professeurs ici. Il y en a plein dans ce pays de Conakry à Yomo, ils sont pleins, c'est des bouchers dans les quartiers. Ils prennent l'argent des gens, ils ne coûtent rien. Ils disent des titres ici, des professeurs, des docteurs, alors que c'est faux. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme pour être un médecin. Un médecin, c'est la technicité, la déontologie et surtout l'humanisme. Mais lui, il est cynique. Il n'a pas de cœur. Donc, c'est un appel à témoin. Toute personne qui a été victime de lui-même depuis 10 ans, contactez-moi, partagez cette vidéo, touchons le maximum de monde, faisons le buzz pour que pour cette fois-ci là, justice soit faite pour toutes les personnes qui sont mortes avec des médecins parce qu'ils n'ont pas voulu faire leur travail. Si tu ne peux pas être médecin, si tu es fatigué, si tu sais que tu ne peux pas tenir une clinique et ton CHU, tu abandonnes ta clinique, tu fermes ta clinique, tu arrêtes de tuer les gens. On en a marre dans ce pays, on ne veut plus être tué. Halt, j'en ai marre, on en a marre. Toutes les femmes, levez-vous, on en a marre qu'on arrête de nous tuer, de nous charcuter dans ce pays-là. Merci.